Donc, salut tout le monde, je m'appelle Michelle Lamont et je suis une infirmière qui se situe à Ottawa. Je suis candidate au doctorat en sciences infirmières à l'Université d'Ottawa et bienvenue à l'entrevue d'aujourd'hui où j'ai le plaisir d'être ici avec Dr. Chantal Cara et Dr. Michel Lalonde pour discuter d'enjeux ayant un impact sur les infirmières et infirmiers francophones ici au Canada. Je vais maintenant céder la parole à Dr. Chantal Cara qui va pouvoir s'introduire. Merci beaucoup, Michel, c'est gentil. Et bonjour, docteur Lalonde. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Je suis une infirmière diplômée de l'Université de Montréal dans l'année 1983. Donc, ça fait quand même quelques printemps. Ensuite, j'ai fait une maîtrise toujours à l'Université de Montréal. Par souci, en tout cas, je ne parlais pas suffisamment anglais pour aller ailleurs à ce moment-là. Et j'ai travaillé surtout chirurgie cardiovasculaire et puis ensuite soins intensifs au niveau des adultes. Par la suite, je suis devenue professeure à l'Université de Montréal. Et là, bon, il fallait que j'aille faire un doctorat, sinon, là, on se place en 1988. Donc, il fallait que j'aille faire un doctorat. Alors, je suis allée faire mon doctorat avec Jane Watson parce que je m'intéressais vraiment au caring, donc à l'humanisation des soins. Et c'est là que je suis allée, tant bien que mal, une francophone avec du franglais, ou en tout cas. Non, c'était assez laborieux. Et j'ai poursuivi par la suite comme professeur. Mon intérêt, mon domaine d'intérêt, c'est vraiment le caring, l'humanisation des soins et plus récemment, l'humanisation aussi de la formation. Excellent, merci Chantal. J'ai lu votre livre sur ce sujet-là et c'était vraiment excellent. Donc, merci pour ce travail-là. Je vais maintenant céder la parole à Michelle pour s'introduire. Allô, ben merci à tout le monde. Je suis super contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Bonjour, Dr. Cara. Moi, je suis une infirmière. Cette année, ça fait 20. Oh non, cette année, ça va faire 26 ans. Je suis d'origine de Montréal. Alors, j'ai fait, moi, mon DEC en soins infirmiers à Montréal. Et puis ensuite, j'ai fait mon bac post-diplôme à l'Université d'Ottawa. J'ai déménagé ensuite à Toronto et j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat à l'Université de Toronto. Ma pratique est vraiment axée sur les urgences. Alors, j'ai passé la majorité de ma carrière à travailler aux urgences à Montréal et à Toronto. Mes axes de recherche se situent vraiment avec la transition à la pratique. Alors, pour moi, c'est les nouvelles infirmières diplômées qui me tiennent vraiment à cœur. Et puis aussi, à travers de toutes mes recherches, j'ai la francophonie. Je suis particulièrement intéressée aux besoins des francophones, des infirmières francophones, des nouvelles diplômées francophones. J'ai travaillé en situation minoritaire quand j'ai déménagé de Montréal et je suis partie au Québec et encore ici à Ottawa. Alors, voilà mes axes de recherche et mes intérêts. Excellent, merci Michelle. Donc, j'ai préparé quelques questions pour vous afin d'explorer un peu, selon votre vécu et aussi selon votre recherche, les enjeux qui touchent particulièrement les nouvelles infirmières et infirmiers diplômés, mais surtout les nouvelles et nouveaux infirmiers diplômés francophones. Donc là, je me demande, Michelle et Chantal, si vous auriez un conseil à donner à une nouvelle ou à un nouveau infirmier diplômé, qu'est-ce que vous leur diriez pendant leur transition? Tu peux y aller, Chantal. Je me demandais. Mais je pense que d'abord, en tout cas, je leur dirais de ne pas appeler ça un métier, mais d'appeler ça une profession. Puis je m'explique, ça fait tout un sens parce que quand tu es une profession, ça, déjà, ça veut dire que c'est pas juste des techniques de soins. C'est pas orienté sur la tâche. On a des connaissances, puis on est des professionnels à part entière. Donc,
au même sens que le pharmacien, le physiothérapeute, le médecin. Donc, tu sais, d'avoir cette vision, je me souviens, quand moi j'ai fini, je travaillais en chirurgie cardiovasculaire, dès que le patron chirurgien arrivait, j'y cédais ma place un peu plus, puis j'y mangeais, offrais un café, mais j'étais à son service et dans un sens, on n'est pas au service du médecin, on est au service de la personne soignée, des familles, des communautés. Donc ça serait mon premier message. L'autre message, je dirais, consolider l'identité professionnelle. Parce que des fois, on est tenté, tu sais, de dire, ben, c'est plus rose dans le jardin, dans les autres jardins au pourtour. Mais vraiment, quand on s'approprie davantage notre identité professionnelle, c'est quoi les valeurs qui sont significatives pour moi comme infirmière ou comme future infirmière si je suis encore CEPI? Euh, c'est quoi, souvent, c'est souvent des valeurs personnelles on poursuit, qui sont présentes tout au long de mon programme de formation, de toute façon, le respect, la dignité humaine, tout ça. Mais c'est aussi des valeurs qui sont partagées par la profession. Donc, notre ordre professionnel dans ce cas-ci, euh, donc, en Ontario, il y a peut-être des similarités quand même avec mon ordre professionnel du Québec. Mais ça serait un point vraiment important. Puis je dirais euh, d'avoir du soutien. Des fois, on pense qu'on est capable de tout faire, puis oui, oui, je vais passer au travers tout seul, mais c'est important le mentorat. Donc, des fois, d'aller chercher un ou une mentor sur qui tu peux compter, puis que tu peux partager certaines situations plus difficiles, je pense que ça fait toute la différence. Ça fait même la différence pour une mentor qui a un peu plus d'ancienneté parce que elle va se sentir davantage utile aussi, je pense. Donc, le sens au travail, pour moi, c'est quand tu le perds, là, c'est pas bien bon. Hein. Tu peux plus en tout cas, rejoindre au maximum l'excellence des soins. Jean Watson, elle parlerait de l'idéal moral. Donc, pour moi, c'est un impératif moral, c'est de toujours aspirer à être la meilleure possible. Bien, ça, tu fais ça vraiment pas au même niveau quand tu finis que quand ça fait 5 ans que tu es infirmière. Et je dirais aussi, tu sais, des fois, j'ai des étudiants qui viennent me voir, qui me disent, si on dirait, là, j'ai un patient, puis la seule affaire que je vois, c'est l'intraveineuse, le bras. Puis là, je dois être la pire infirmière tu sais, la pire infirmière possible. Non, moi, ma première injection, tout ce que j'ai vu, là, c'est le bracelet du patient, puis le cadran supérieur du muscle fessier droit. C'est juste ça que j'ai vu. Mais c'était, tu sais, faut comme accepter où on est rendu, puis quand on commence, ben, c'est ça, des fois, euh, ben, faut s'approprier vraiment la tâche, puis à un moment donné, ben, la tâche sera acquise, et là, tu peux vraiment aller au-delà, puis bien accompagner le patient. Donc, ça serait pas mal mes suggestions. Merci Chantal. J'adore ce que vous partagez, surtout en lien aussi avec le soutien. Je sais que moi, j'ai fait ma transition comme nouvelle infirmière il y a quelques années, puis on dirait que c'est vraiment difficile. C'est certain que c'est le fun, c'est important d'avoir le soutien des amis, de la famille, mais personne ne comprend la transition infirmière comme quelqu'un qui l'a déjà vécu ou quelqu'un qui la vit en même temps que toi. Euh, donc, j'appuie vraiment, vraiment votre idée de mentorat, de soutien au travail avec quelqu'un qui a déjà vécu cette période de temps-là ou quelqu'un qui la vit en ce moment, à cause que c'est vraiment ces personnes-là qui peuvent, qui comprennent le mieux dans le fond, puis, selon moi, là, selon mes expériences, mais j'adore vraiment, vraiment cette idée-là. Michel, je vous relance la même question que Chantal. Si vous auriez peut-être un conseil à donner à une nouvelle infirmière ou à un nouveau infirmier diplômé, qu'est-ce que vous leur diriez? Oh, puis je trouve la question est compliquée
C'est une grande Euh, question. oui, c'est une très grande question. Je pourrais énumérer plein de conseils, mais tu sais, on a tous vécu une transition, on a tous été étudiantes et puis ensuite nouvelle diplômée. C'est clair dans la littérature que cette période de transition de 12 à 18 mois est énormément difficile pour les nouveaux infirmiers, les nouvelles infirmières. Alors, puis on a beaucoup de pression durant cette période-là. Alors, mon conseil serait d'être patient avec vous-même. C'est une période très difficile. Alors, c'est important. Puis c'est un peu un lien avec ce que Dr. Carole a mentionné, mais je pense que de comprendre qu'on est quand même en période de transition d'apprentissage, même si l'école, l'université, notre programme de formation est terminé, on est encore quand même en apprentissage. Euh, il y a des choses complexes, les patients sont complexes, les environnements de travail sont difficiles. Alors, de garder cette patience envers nous-mêmes nous permet de vraiment comprendre qu'on est en période de transition. On ne va pas tous connaître. Il va falloir qu'on continue à faire des lectures. Mais je pense que de rentrer comme ça avec une patience, ça fait en sorte que peut-être qu'on peut diminuer un peu les attentes envers nous-mêmes. Ça serait mon plus gros conseil. J'ajouterais une petite chose avec ça, c'est de prendre soin aussi de nous-mêmes. Fait que, tu sais, c'est des moments difficiles, mais c'est des moments aussi, moi en tout cas, certainement quand je pense à ma période de transition, c'était pas facile, mais c'était des plus belles années de ma carrière. Où est-ce que je me suis découverte en tant qu'infirmière, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai peut-être, par exemple, pas nécessairement pris super soin de moi. Alors, ça serait mon deuxième, ou tu sais, peut-être conseil 1B. Excellent. Merci, Michel. J'aime vraiment cette idée-là de prendre soin de soi. Et ce que moi, j'ai trouvé dans ma transition aussi, et selon les écrits vraiment de Judy Duxcher sur la transition, donc c'est, I guess, selon mon vécu, mais ça, on le voit vraiment dans la littérature aussi, de limiter les transitions qu'on vit en même temps. Puis par ça, on suggère souvent aussi aux nouvelles infirmières, infirmiers diplômés de réduire les gros changements dans leur vie qui pourraient avoir lieu en même temps. Donc, c'est peut-être pas le moment propice. T'sais, on commence un nouvel emploi, une nouvelle carrière. C'est peut-être pas le moment de déménager, d'acheter un chien, de faire des grands changements de vie à cause qu'il faut garder en tête qu'on est en train d'embarquer dans un grand changement et de se donner la chance de peut-être faire un grand changement dans la vie un à la fois. Euh, j'ai une copine qui a déménagé, a commencé sa profession infirmière et qui a adopté un chien en même temps. Puis je te dirais que sa transition infirmière a été vraiment difficile. Donc, j'aime vraiment Chantal et Michel, j'aime vos conseils. Je suis contente que j'ai pu peut-être en partager un aussi. Et je pense que c'est tellement, tellement important de prendre soin de soi-même pendant cette période de transition-là. Euh, Michel, j'ai une question pour vous, reliée un peu peut-être à votre recherche et votre vécu. Mais croyez-vous que les nouvelles infirmières diplômées francophones ont plus d'obstacles à surmonter lors de cette période de transition? Donc là, on pense peut-être euh, moins dans le contexte de Chantal au Québec, où ce que la langue majoritaire est pas mal le français au chevet, mais à l'extérieur du Québec, où on a des infirmières diplômés de programmes francophones, par exemple à Ottawa, à Sudbury, à Moncton, qui vont travailler dans des endroits de travail qui sont qui sont pas mal plus anglophones. Ah, excellente question, Michel. Fait que, oui, certainement, je l'ai vécu personnellement et ça ressort aussi dans mes recherches. Le fait que les infirmières francophones en situation minoritaire vivent
une transition à la pratique qui est comme très semblable à toutes les autres infirmières, mais il y a une composante un peu unique chez les francophones en contexte minoritaire. Et ce qui est un peu unique chez eux et chez elles, c'est le fait qu'il y a un fardeau qui s'ajoute à leur travail au quotidien. Souvent, ce que mes participantes m'ont dit, c'est que en temps normal, l'assignation au patient se fait plutôt point de vue, tu sais, les infirmières nouvellement diplômées vont peut-être avoir une assignation un peu moins complexe, un peu moins aiguë que leurs collègues avec plus d'expérience. Mais quand ça vient à un patient, par exemple, qui serait francophone, le fait, ce qui est pris en considération dans cette assignation-là est plutôt la langue et moins la complexité des soins. Alors, des fois, ces infirmières-là se retrouvent à prendre soin, à donner des soins à quelqu'un à un niveau un peu plus complexe qu'ils sont préparés à donner. Alors, ça l'ajoute une complexité, ça l'ajoute des défis dans leur transition. Je l'ai vécu moi-même. Quand j'ai travaillé à Toronto, j'étais une des seules francophones dans mon département. Et puis, non seulement que j'étais amenée à donner des soins peut-être à des patients qui étaient un peu plus complexes, mais j'avais beaucoup de traductions à faire aussi. Alors ça, c'est une autre chose que mes participantes ont dit. C'est le fait que dans leur milieu pratique, ils sont demandés à faire beaucoup de traductions. Fait que soit que c'est une infirmière anglophone qui prend soin d'un patient francophone et a besoin que l'infirmière francophone, et dans ce cas-ci, par exemple, une nouvelle infirmière diplômée francophone, serait appelée à faire beaucoup de traductions. Mais non seulement ce genre de traduction-là, mais aussi de traduction de documents, de pamphlets, des choses comme ça. Alors, ça l'ajoute définitivement une complexité à leur travail que les anglophones n'ont pas nécessairement. C'est un bon point, Michel. Et en vous entendant parler, ça m'a fait penser à des expériences que j'ai vécues moi-même, des expériences que j'avais comme même pas constatées que j'avais vécues, mais j'ai eu le plaisir de travailler pour la santé publique Ottawa lors de la pandémie. Euh, j'ai travaillé comme infirmière en santé publique, mais aussi gestionnaire des dossiers de patients. Et c'est vrai que en tant qu'infirmière bilingue, j'étais non seulement chargée de patients, mais on m'a souvent demandé de participer au développement et à la traduction de politique, ce qui a vraiment ajouté à ma charge de travail. Donc, c'est un point vraiment intéressant que tu soulèves. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, puis j'avais même pas constaté que, tu sais, c'était une expérience que j'avais vécue vraiment. Leur charge de travail, point de vue de ratio patient, ne diminue pas, là. Fait Mhm. que même s'ils sont assignés un cas plus complexe à cause de la langue, leur charge, le ratio ne diminue pas. Fait que c'est vraiment une augmentation à leur charge de travail. Right. Et ça pourrait faire en sorte que les nouvelles infirmières diplômées sont dans des situations un peu plus à risque, étant donné qu'elles prennent soin et ont des patients à leur charge de niveau de complexité un peu trop élevé, mais qu'elles sont peut-être la seule infirmière francophone sur un corps de travail. Oui, absolument. Vraiment intéressant. Maintenant, j'ai une question pour vous, Chantal. Donc, au début de leur pratique, ces nouvelles infirmières diplômées-là sont souvent moins rapides dans leurs tâches et décrivent avoir un manque de temps pour donner tous leurs soins. Quels conseils auriez-vous pour elles pour continuer à intégrer des soins infirmiers humanistes au sein de leur pratique pendant cette période de transition-là? Mais d'abord, je pense qu'il faut démystifier. Tu sais, on pense que, bon, être caring ou être humain, c'est d'être fin, de tenir la main, puis il faut que tu passes au moins 30 minutes à côté au chevet. Mais c'est pas tout à fait ça. Tu sais, oui, des fois, c'est sûr que tu sais, ça peut prendre un peu plus de temps, mais des fois, non. Des fois, c'est dans le ton, c'est dans l'intonation, c'est dans le sourire, c'est dans le regard, c'est dans l'attention qu'on va porter aux patients et à la famille. Donc, je pense, en premier, en tout cas, je dirais que faut penser que oui, on est capable, puis si on a
J'utilise souvent la métaphore de l'iceberg pour expliquer un peu que, tu sais, oui, le fondement, c'est les valeurs mêmes, tu sais, de croire que le respect pour l'être humain, c'est un incontournable, de préserver et promouvoir la dignité humaine, ça n'est une autre valeur qui est importante pour moi, de croire au potentiel de la personne. Donc ça, c'est des valeurs qui sont un peu immuables, mais si on regarde un petit peu plus haut dans le iceberg, là, si on voit juste la pointe, c'est les comportements. Après ça, tu as les attitudes, après ça, tu as les valeurs en dessous, vraiment cachées au fond de l'eau. Mais les comportements, c'est justement tu sais, d'aller voir, tu donnes un médicament, tu retournes voir si ça a soulagé. Est-ce que vous avez des questions? Poser la question, c'est quoi vos préoccupations aujourd'hui? C'est quoi vos priorités? Des fois, juste ça vient mettre la table pour dire c'est quoi qu'elle pense. Donc, c'est pas moi ce que je pense qu'elle a besoin, mais vraiment de se soucier de la priorité de l'autre. Puis aussi, ça, c'est les travaux vraiment de Sigridur Halldórsdóttir qui avait fait ça dans les années 90, mais pour moi, ça a été un eye-opener. Je cherchais comment le dire en français. Mais dans ses travaux de recherche, elle a vu qu'il y avait 5 niveaux de relations. Tu sais, quand on parle de relations, ou relations thérapeutiques, ou relations d'aide, on s'imagine que c'est positif. Et ce qu'elle a démontré dans ses travaux, c'est que ça peut être négatif. Ça peut être neutre, OK? Donc, tu nuis pas à personne, mais tu y aides pas. Mais ça peut être négatif, donc tu nuis. Donc, si, par exemple, tu as un comportement que tu ris de la question qu'elle pose, que tu l'infantilises, ma petite madame, par exemple, mon petit monsieur, qu'est-ce qu'il voudrait le petit grand-père? Bon, l'infantilisation, de dire, ben, le numéro 4, la hanche du numéro 4 a besoin de quelque chose pour la douleur. Bon, donc c'est toutes des façons d'objectiver la personne. Tout ça va faire que ça va nuire. Ça a un impact vraiment négatif sur la santé de la personne. Il y en a qui vont même préférer, j'avais une recherche qu'on avait fait, Louise O'Reilly et moi, où ça a démontré qu'il y a un patient qui nous a dit d'ailleurs, moi, si elle travaille, j'aime autant signer un arrêt de traitement que de rester puis d'être sous ses soins. Fait que ça peut aller vraiment d'un point de vue assez dramatique comme impact auprès de la personne. Donc, de réaliser que, tu sais, j'ai pas connu d'infirmière qui dit, bon, si à matin, je peux en tuer une coupe, je vais me sentir bien. Ben non. Mais c'est par des fois, ce que tu vis dans la sphère personnelle où il y a 2 personnes qui ont appelé malade, puis personne n'a remplacé tes collègues, donc tu vis de la surcharge. Donc, tout ça peut faire que tu es peut-être moins alerte à écouter, puis à être sensible à ce que le patient va dire. Mais je pense que de réaliser que tu peux nuire et non pas juste aider, je pense que ça, c'est un point vraiment important que je dirais. Aussi, j'adore Paulo Freire. Je ne sais pas si tu le connais, Michel, mais c'est un Brésilien qui a beaucoup écrit en éducation, mais il disait que des pratiques déshumanisantes, il n'appelait pas ça comme ça, mais moi, je l'ai traduit comme ça pour faire mes travaux, mais il parlait des pratiques déshumanisantes. Si tu les regardes et tu fais rien, tu peux bien être sensibilisé. Oui, il y en a, je reconnais qu'il y en a, mais si tu fais rien, ben, tu les endosses, ces pratiques-là. OK. Lui, il appelle ça des pratiques hégémoniques. Donc, si tu fais rien, ça veut dire que tu les endosses. Puis pour moi, ça fait un lien avec l'impératif moral que je parlais tantôt, d'être la meilleure infirmière possible. Donc, d'être sensible que
certains patients puissent vivre certaines pratiques déshumanisantes, puis de dénoncer des fois. Puis je sais que quand tu commences, c'est difficile, mais peut-être avec l'aide de ta mentor ou ton mentor ou même de la gestionnaire, peut-être que ça peut aider. Fait que ça serait peut-être ça que je voulais mentionner. Puis les travaux, j'ai fait une étude avec Philippe Delmas, Louise O'Reilly et Sylvain Brousseau en Suisse. On avait fait vraiment une intervention éducative sur le caring. Donc, on implantait la conception de Jane Watson à travers toutes les unités d'hémodialyse de la francophonie de la Suisse. Et puis, on a fait des entrevues auprès des infirmières et de même que les patients. Puis les patients disaient que vraiment, ça augmentait leur qualité de vie. Et les infirmières, ça augmentait leur qualité de vie au travail. Donc ça, pour moi, ça parle beaucoup que non seulement ça peut avoir un impact sur le patient, mais aussi sur soi-même comme infirmière. Je pense que ça peut augmenter le sens au travail. C'est certain. Merci beaucoup, Chantal. Il va falloir que j'aille faire la lecture de cet article-là par la suite. C'est super intéressant. Puis c'est certain, selon mes propres recherches qui sont en cours, on voit vraiment des liens entre les pratiques humanisantes et les pratiques humanistes et la satisfaction au travail chez les infirmières. C'est super intéressant. Avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question pour Michel. Donc, dans le fond, on a vraiment fait le tour de... Aujourd'hui, on a pu jaser un peu de la transition infirmière chez les nouvelles et nouveaux infirmiers francophones et certains enjeux particuliers pour cette population-là. Par contre, au mois de décembre, ici, à préparer l'avenir des soins infirmiers, on a eu la chance d'avoir un événement en ligne où on a parlé de l'examen NCLEX propice à la population francophone. Donc, tout ce qui a trait aux francophones qui écrivent l'examen du NCLEX. Pour ceux qui sont intéressés, cette vidéo-là est enregistrée et peut être trouvée sur le site web. Mais une question importante a découlé de cette session-là. Et Michel, j'aimerais avoir un peu vos pensées. Donc, selon vous, ou comme selon votre vécu et vos recherches, auriez-vous des conseils pour les nouvelles infirmières diplômées qui souhaitent écrire leur NCLEX dans la langue française? Oh, excellente question, Michel. Encore, c'est une grande question, je m'excuse. Et- Non, c'est super. Je pense que c'est une question énormément importante aussi. Euh, alors, mon conseil, mon plus grand conseil serait pour les candidates à la profession qui décident ou qui choisissent d'écrire le NCLEX en français, ce que je suggère, c'est d'avoir une discussion avec vos professeurs. Fait que peut-être qu'il y a un professeur à votre école, à votre université, euh, qui a des connaissances par rapport au NCLEX ou qui travaille avec, tu sais, qui a travaillé avec vous pour vous aider là, dans la préparation. Souvent, il y a un professeur ou deux professeurs dans une école qui est comme que le NCLEX, la préparation au NCLEX fait partie de leur charge de travail. Fait que je dirais de discuter avec ce prof-là pour voir si votre école même aurait créé des ressources préparatoires. Un des aspects, bon, si je pourrais peut-être faire un petit recul, là, dans les recherches qui ont été faites aux États-Unis, le NCLEX, ça fait plus de 40 ans que ça existe aux États-Unis. Les recherches qui ont été faites ont démontré que la pratique avec les questions style NCLEX, c'est énormément important. Alors, c'est de faire beaucoup, beaucoup de questions pratiques. Questions pratiques avec de lire les justifications et tout ça. Ce que j'ai vu au travers de mes recherches depuis la mise en œuvre ou l'adoption du NCLEX au Canada en 2015, ce que j'ai découvert, c'est que certainement, on n'a pas accès au même nombre de ressources préparatoires qui est disponible en anglais, mais ce qu'on voit, c'est que les écoles eux-mêmes
sont en train de développer des ressources préparatoires. Alors, c'est des ressources préparatoires qui ne sont peut-être pas nécessairement faciles à trouver parce qu'ils ne sont pas disponibles en ligne. C'est nous, comme profs, qui a tendance à développer ces ressources préparatoires-là. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans votre école, vous avez peut-être accès à des ressources préparatoires, mais non seulement ça, nous, comme professeurs dans des écoles francophones en situation minoritaire, on se partage des ressources. Alors, moi, par exemple, à l'Université d'Ottawa, moi, j'ai des collègues à Regina, j'ai des collègues à Moncton, j'ai des collègues dans d'autres provinces, même à Laurentienne, et on se partage des ressources. Alors, si vous n'avez pas nécessairement accès à quelque chose ou s'il vous manque un type de ressource ou peut-être vous n'avez pas accès à suffisamment de questions de pratique, on peut se partager ces ressources-là. Fait que parlez à vos professeurs pour voir quel genre de ressources vous avez accès. Parce que malgré qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Il faut juste les trouver. Merci, Michel. Puis j'ai même vu, lorsque j'ai consulté le site web du NCSBN la dernière fois, ils ont maintenant des nouvelles ressources, des banques de questions disponibles en français. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage d'aller voir la session qu'on a eue au mois de décembre par rapport aux ressources disponibles en français pour le NCLEX. Il n'y en a pas beaucoup, comme que vous avez dit, Michel, mais elles existent, il y en a. Je pense que ceci met fin à notre session d'aujourd'hui. Michel et Chantal, je vous remercie tous les deux d'avoir fait du temps pour nous aujourd'hui, d'avoir fait le temps de venir jaser des particularités francophones de la profession, parce qu'il y en a beaucoup. Des fois, ça fait en sorte que notre charge de travail, notre vie est un peu plus difficile. Donc, ça fait le fun de recevoir un petit pep talk de vous aujourd'hui. C'est certain que j'aurais aimé ça lorsque j'étais nouvelles infirmières diplômées. Donc, j'espère que des nouvelles infirmières diplômées en ce moment auront la chance de visionner notre vidéo à cause que des fois, c'est ça qu'on a besoin. On a juste besoin d'un petit conseil. Donc, je vous remercie tous les deux pour le partage de vos pensées et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Michel. Merci. Puis, bonne chance à la relève. Oui, merci beaucoup. Merci.